À la une ce soir, les forces vives de Kati sont sorties massivement ce matin pour exprimer leur solidarité et soutien aux autorités de la transition. Une mobilisation qui fait suite à la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie. Les manifestants ont remis une déclaration aux autorités régionales. Dans la zone de défense numéro 6, les éléments du centre d'instruction militaire de Sévaré ont reçu la visite de la hiérarchie militaire. L'initiative vise à rehausser le moral de la troupe et de l'encadrement pour l'atteinte des objectifs assignés. Et nous reparlons ce soir de l'approvisionnement des marchés pendant le mois de Ramadan. Nous nous rendons à Caille où les commerçants, grâce aux mesures prises par les autorités maliennes, ont respecté les prix fixés. Merci de nous renouveler votre confiance pour vous informer. Bonsoir. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Nous y reviendrons. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a reçu en audience une délégation des participants africains au colloque international, un événement organisé à l'occasion des 10 ans de l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. La délégation conduite par le président de l'APDP était venue remercier le gouvernement pour son soutien lors de l'organisation de ce colloque. Le résumé avec Mamari Koné et Aliou Touré. La délégation des participants au colloque international organisé par l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP du Mali à l'occasion de son 10e anniversaire est venue rendre compte au Premier ministre le déroulement des activités. Occasion pour le président de l'APDP de remercier le gouvernement pour son appui. Lors du colloque, nous avons abordé des thématiques qui sont relatives certes aux droits des données personnelles, mais par rapport à la digitalisation en général. Mes homologues et moi, on tenait vraiment à venir remercier l'État du Mali à travers son Premier ministre pour tout l'appui que nous avons apporté et pour que cet événement réussisse. Ces colloques regroupent les principaux acteurs africains sous le thème « La protection des données personnelles, acquis, défis et opportunités pour l'Afrique ». À l'ère du numérique, dira le Premier ministre, les données personnelles représentent bien plus qu'un simple enjeu technique. Il touche à notre souveraineté, à la sécurité nationale et au respect des droits fondamentaux de nos concitoyens. C'est pourquoi dans sa lettre de cadrage, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a inscrit la maîtrise des enjeux numériques dans plusieurs axes prioritaires. D'abord dans le premier domaine, la défense et la sécurité. Ensuite, le domaine portant sur les réformes institutionnelles. Et enfin, dans le 7e domaine consacré au renforcement de notre diplomatie au service des intérêts nationaux et à la mise en œuvre de la Confédération des États du Sahel. La donnée est désormais le pétrole du XXIe siècle. La maîtriser, c'est maîtriser le destin de nos économies, de nos sociétés et même de notre gouvernance. Il ne doit en aucun cas être laissé à la merci d'intérêts extérieurs. Nous devons nous doter d'outils communs, de cadres juridiques harmonisés et d'institutions fortes pour protéger nos populations et notre souveraineté. Le Premier ministre a salué les efforts consentis par l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali, de l'université Kourounkafouga ainsi que des pays participants au colloque. Le général de division Abdoulaye Maïga est convaincu que cette rencontre marque la volonté collective des États de la Confédération de l'AES et d'autres pays de prendre en compte le contrôle de leur destin numérique. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président, professeur Al-Kadri Diarra, poursuit sa série de visites de courtoisie aux institutions de la République. Elle a été reçue à la Cour constitutionnelle ce mercredi matin. Cette démarche a pour objectif de présenter la nouvelle équipe de la CNDH et de recueillir les avis et suggestions pour la réussite de sa mission. Nyanya Aliou Traoré, Adama Kamara. Un accueil des plus chaleureux pour des visiteurs plus qu'engagés à relever les défis du moment, particulièrement dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que dans la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce sont là les missions principales de la Commission nationale des droits de l'homme. La nouvelle équipe fraîchement installée, sous la conduite du jeune professeur Al-Kadri Diarra,
compte bien arriver à ses fins avec l'accompagnement de toutes les institutions de la République, dont la Cour constitutionnelle. Nous avons remplacé une équipe qui a fait un travail remarquable, qui a fait que la CNDH aujourd'hui bénéficie du statut A. Le statut A est un statut de performance, de défense des droits de l'homme au niveau international, qui permet d'évaluer les pays et de voir est-ce que la défense des droits de l'homme se fait dans une certaine indépendance. On a pu avoir ça en mars 2022 grâce à l'ancienne équipe. La lourde et exaltante mission qui nous laisse est de faire en sorte qu'on puisse maintenir ce statut A. Autre défi évoqué par le professeur Diarra, ce sont le maillage territorial et la construction des nouveaux sièges. Aujourd'hui, la réorganisation territoriale a fait que notre pays a 19 régions, plus le district de Bamako, alors que la CNDH n'est représentée que dans 6 régions. C'est pourquoi nous venons auprès des institutions crédibles de la République comme vous, pour que vous puissiez nous aider à faire un plaidoyer très important auprès de plusieurs autorités pour que le budget de la CNDH puisse être revu à la hausse. Le président de la Cour constitutionnelle, prenant la parole, a salué cette initiative de la CNDH. Il dira que la Cour, en tant qu'institution nationale de veille au respect de la Constitution, a pour partenaire clé la CNDH au vu des missions qui lui sont assignées. Votre mission de protection, Monsieur le Président, de sensibilisation et de promotion qui complète la nôtre est indispensable au renforcement de notre démocratie et à la consolidation de notre état de droit. Ensemble, nous avons donc la responsabilité commune d'identifier et de corriger les dérives de notre système juridique. Au terme de la rencontre, il a été décidé de travailler en synergie pour un renforcement de partenariat. Le président de la Cour constitutionnelle, visiblement satisfait, a rassuré la délégation de la CNDH de l'accompagnement de son institution dans la mise en œuvre de son mandat. Grande mobilisation ce mercredi à Kati suite à la destruction d'un drone de l'armée malienne par Alger. La manifestation organisée par les forces vives du cercle de Kati a été l'occasion pour les participants d'exprimer leur mécontentement et de dénoncer l'acte algérien qu'ils qualifient d'agression. La marche pacifique a été marquée par une déclaration à la préfecture en présence du gouverneur de la région de Koulikoro. On fait le point avec Aridou Matina. La destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie continue de susciter des mécontentements au sein de la population malienne. Dans le cercle de Kati, la ville garnison, les forces vives de la localité, debout et mobilisées sur le champ d'honneur, unis comme un seul peuple et une seule voix, manifestent leur indignation à travers cette marche pacifique. Malgré mon handicap, je ne pouvais pas rester en marge de cette marche pacifique. Nous sommes sortis pour soutenir nos autorités de la transition et montrer notre soutien indéfectible à notre vaillante armée. La dite marche qui se veut citoyenne et patriotique, encadrée par les forces de défense et de sécurité, est partie de la mairie, direction la préfecture. Au nom des forces vives de Kati, nous condamnons fermement cette agression inacceptable, contraire au droit international et aux principes fondamentaux de bon voisinage. Exigeons des explications claires, des excuses publiques et des réparations, car le Mali ne se laissera pas intimider ni bafouer. Les autorités locales du cercle de Kati, avec à leur tête le gouverneur de la région de Koulikoro, ont accueilli et salué les forces vives de Kati pour leur démarche. C'est des milliers de personnes qui sont sorties pour dire non, pour protester contre cette volonté algérienne, pour soutenir les plus hautes autorités de la transition dans leur politique de défense du territoire national. Comme le Mali a aidé la France à se libérer, il a été aussi pour l'Algérie un soutien de taille pour l'extraire du joug colonial. L'Algérie ne doit pas se tromper. Nous sommes des frères. Nous sommes sortis ce matin à travers cette marche pacifique
pour dénoncer et nous ne disons plus jamais ça. Au même moment, nous renouvelons notre soutien à notre armée et au gouvernement de la transition. Les forces vives de Kati lors de la marche ont apprécié l'élan de solidarité des autres pays de l'AES dans cette affaire, avant d'inviter tous les fils et filles du pays à rester unis, vigilants et mobilisés pour faire face à l'adversité. Et suite des réactions toujours après la destruction du drone malien par l'Algérie, un pays qui a bénéficié du soutien du Mali pour son accession à l'indépendance. Nous avons approché le président du parti pour l'intégration et la souveraineté, Boubacar Bokoum. Il est interrogé par Tchemoko Konaté. C'est très déplorable aujourd'hui que le Mali et l'Algérie en arrivent à ce point, parce que historiquement, nous avons toujours considéré ce pays comme un pays frère, un pays ami. Il n'est pas à oublier aussi que pendant toute la lutte d'indépendance de l'Algérie, que le Mali a été aux côtés de l'Algérie. La région de Gao, à un moment donné, a été même considérée comme base arrière pour permettre au FLN d'y engager ses troupes, de s'entraîner et de pouvoir faire la résistance contre la colonisation. C'est surprenant aujourd'hui que l'Algérie ait subitement changé de posture. Je pense très sincèrement que le gouvernement algérien est de très mauvaise foi. Parce que simplement, on n'abat pas un drone à la frontière avec un pays voisin sans sommation, sans échanger avec ce pays. Il est important quand même que l'Algérie comprenne que le Mali n'est pas une arrière-cour de quelqu'un. Est-ce que diplomatiquement, on pourra trouver une solution, une issue favorable? Je pense que oui, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des pays voisins, c'est des peuples frères. Des erreurs d'appréciation amènent les uns et les autres à avoir des postures de belligérance, c'est une chose. Mais je pense que la raison doit prévaloir. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Algérie ou que ce soit le Mali, personne n'a intérêt aujourd'hui à ouvrir un front entre le Mali et l'Algérie. Nous osons espérer que le bon sens va primer. Nous avons aujourd'hui une diplomatie malienne qui est très dynamique, très active et qui n'est pas dans la logique de faire la guerre. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous sommes toujours pour la paix, mais dans le respect de notre dignité. Et nous continuons de recevoir des communiqués de soutien aux autorités maliennes. Et nous recevons sur ce plateau Awama Kamara pour la lecture d'un communiqué. Bonsoir Awama. Bonsoir Mariam Kouni, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, suite à l'attaque du drone des Fama, nous continuons de recevoir des communiqués de soutien aux autorités maliennes. Ainsi, la coordination des associations pour la paix et le développement au Mali, KPDM, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, Kita Blomba International, le cadre citoyen pour le développement de la région de Bougouni, le parti PAM Faso Bara, le Conseil national de la société civile, l'association Génération Duro 94, l'association des antiquaires et sculpteurs du Mali, l'association pour le développement de la commune rurale de Nambia, le mouvement pour le rassemblement du peuple, le mouvement patriotique pour l'émergence du Mali, l'association Guina Dogon, l'Union pour le Mali, le parti CDS Morotigia, la communauté Soufi de Soutadounou Sotuba, le parti Phare Ankaouli, l'Union des anciens élèves du Centre culturel islamique de Bamako, la Forçat civile, le parti PSP, le groupe des patriotes du Mali, l'Union des patriotes pour le renouveau, le mouvement Le Mali Ma Patrie, la FASCAM, le mouvement national Mali Djo-Bara, l'Association nationale des anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali, le FDM-MNJ, l'Association des forces vives, le mouvement Ambico, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, l'Association des Maliens unis d'Amérique et le Forum panafricain des peuples africains ont appris avec une profonde préoccupation les rapports d'enquête de l'attaque sur le territoire malien du drone des forces armées et de sécurité par l'Algérie. Les partis politiques et organisations de la société civile, tous expriment leur soutien total et patriotique au gouvernement et s'engagent auprès de notre vaillante armée dans sa mission quotidienne de défense de notre territoire. Voilà, Mariam Koné.
Merci Awama Kamara. L'hôpital du Mali vient de bénéficier de kits solaires de grande capacité dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ce don permettra au centre universitaire de sécuriser ses équipements sensibles et d'avoir une autonomie énergétique. Batraoré. En période de grande chaleur, les perturbations de la fourniture d'énergie constituaient des menaces pour les installations et équipements sensibles de l'hôpital du Mali. Ceci appartient désormais au passé car le président de la transition vient de doter l'établissement universitaire d'un important lot de matériel solaire capable d'assurer l'autonomie du centre. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital du Mali pour ces installations qui font un truc de 1 méga qui est alimenté par 1000 panneaux de 575. Tout ça, c'est pour prendre en charge l'urgence, la réanimation, la morgue, les imageries et le labo. Pour la direction du centre universitaire, c'est un pas de plus pour la prise en charge des malades et pour la sécurisation des équipements. Ces installations solaires sécurisées et stables vont nous permettre d'assurer la disponibilité en électricité de façon permanente et d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Aujourd'hui, je dis merci. Merci en mon nom. Merci au nom de tous les sans-voix, de tous les patients qui vont bénéficier de ces installations. Merci au personnel, au nom du personnel qui va faire ce travail dans de bonnes conditions. Une mission, c'est les moyens. Aujourd'hui, les agents de l'hôpital du Mali, on vous félicite pour tout ce que vous faites. Mais aujourd'hui encore, redoublez davantage d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, vous serez dans les conditions pour mieux travailler. Et devant le Conseil spécial chargé des œuvres sociales, on dit que nous veillerons sur tout ce qui nous a été donné. Ce processus de renforcement de la capacité énergétique des centres hospitaliers du Mali se poursuivra selon le conseiller spécial car la vision du président de la transition est de faciliter la prise en charge des malades. Parlons à présent de la coopération entre Bamako et Tokyo. Le Japon s'engage à financer 8 projets au Mali pour une enveloppe de 6,6 milliards de francs CFA. Ces projets seront exécutés par les agences onusiennes et le CICR. L'information a été donnée ce mercredi 9 avril lors d'une conférence de presse à la Maison des Nations Unies, sise à Badalabougou. Les précisions avec Bemba Sibi et Mbarakou Maïga. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis, dit-on. Eh bien, au moment où le Mali traverse une période assez difficile de son histoire et où certains essaient de ternir l'image du pays, le Japon, un partenaire stratégique, annonce le financement de 8 projets à hauteur de plus de 6,5 milliards de francs CFA sous forme de dons. Les différents projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de cet accompagnement du Japon, nous pourrons non seulement améliorer la situation immédiate des populations, parce qu'il y a des appuis humanitaire, de sauver des vies dans le cadre du package, mais aussi proposer des bases d'un développement plus inclusif, plus durable, avec des solutions beaucoup plus coordonnées et plus intégrées entre les différentes agences, qui permettront aux communautés maliennes de devenir plus autonomes, plus résilientes face aux défis actuels et à venir. Cet appui revêt une importance capitale car il ne couvre pas que les urgences. Les projets exécutés par 8 agences onusiennes et le CICR proposent les bases d'un développement coordonné, ceci en apportant une réponse aux défis en matière de sécurité humaine, d'assistance humanitaire et le développement socio-économique. De plus, la mise en œuvre des projets du BIT et de la FAO basés sur l'utilisation du produit STEIN, un agent de durcissement du sol, permettra également aux entreprises et aux jeunes maliens de s'approprier cette nouvelle technologie innovante japonaise et de la vulgariser au Mali. Le Japon affirme ainsi par la voix de son ambassadeur que le pays du soleil levant est un partenaire stratégique de premier plan du Mali. L'axe Bamako-Tokyo se renforce à travers ce financement important. Les acteurs de la chaîne pénale des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et du district sont réunis à la faveur d'un atelier ici à Bamako. Objectif, comment institutionnaliser le cadre de concertation des acteurs afin d'adapter de façon continue le système judiciaire au contexte. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions.
La chaîne pénale étant un processus complexe, toujours confronté à de nouvelles réalités, une mise à jour de l'appareil judiciaire est plus que nécessaire pour garantir une justice forte, efficace et juste. Pour l'atteinte de ces objectifs, une institutionnalisation des cadres de concertation des acteurs du secteur s'impose. C'est bien le sens de cette journée initiée par l'Organisation internationale de droit de développement IDLO au Sahel dans le cadre de son programme d'appui au système de justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous avons l'espoir aujourd'hui de doter les acteurs de la justice de tous les instruments nécessaires à la mise en œuvre effective des réformes que vous avez entreprises depuis quelques années au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, c'est d'aller vers l'institutionnalisation effective des cadres de concertation des acteurs de la chaîne pénale. Le programme justement d'appui intégré au système de justice pénale, qui est une initiative de l'île au Sahel, adopte une approche d'adaptation itérative centrée sur les problèmes pour renforcer la chaîne pénale classique et améliorer l'accès à la justice au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le cadre sera mis à profit par les participants pour mener une réflexion sur les défis et enjeux auxquels fait face la justice. Il permettra également de favoriser le partage d'informations sur les nouvelles données en vue d'une synergie d'action au niveau de la chaîne pénale. La synergie d'action constitue un facteur certain de dynamisme et d'efficacité, réfutant l'anarchie et des actions non concertées et cacophoniques. Ne dit-on pas que l'union fait la force? La chaîne pénale est un processus qui commence avec l'enquête préliminaire pour aboutir à l'exécution des peines en passant par l'instruction et le jugement. Chaque maillon de cette chaîne doit fonctionner de manière cohérente et fluide pour garantir une justice pénale de qualité. Financé par le Royaume des Pays-Bas, le cadre a regroupé les acteurs de la chaîne pénale des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et du district de Bamako. Et partons à présent à Sévaré, précisément dans la zone de défense numéro 6. Les éléments du centre d'instruction militaire de Sévaré ont reçu la visite de la hiérarchie militaire. L'initiative vise à rehausser le moral de la troupe et de l'encadrement pour l'atteinte des objectifs assignés. Reportage Oumar Maïga Mahmoud, Ouedrago et Suleiman Tepsouké. Le commandant de la zone de défense numéro 6 de Sévaré, le colonel Pascal Berti, a effectué une visite de soutien et d'encouragement aux éléments en formation commune de base au centre d'instruction de Soufroulaye dans la commune rurale de Siou, après plus d'un mois d'épreuves physiques, théoriques et morales. Aller voir les conditions d'hébergement des nouvelles recrues en formation dans ces centres et également donner des conseils déjà à l'encadrement pour la bonne marche de cette formation et également aux apprenants, leur donner les conseils d'usage parce qu'ils quittent la vie civile et entamer une nouvelle phase de leur vie qui est la vie militaire. Tout ce qui se passe s'inscrit dans une dynamique que désormais nous aurons les yeux rivés sur cette nouvelle génération de militaires qui ont le souci de la gestion de la ressource humaine, de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Autre axe fort de cette visite, la remise d'attestations de fin de formation en informatique à 32 personnels féminins du camp Amadou Bokari Bari d'Ibalobo de Sévaré, couplé à l'inauguration des locaux réhabilités de la direction régionale des transmissions, des télécommunications et de l'information de la zone de défense numéro 6 dans la région militaire de Sévaré. Cette formation avait pour but de renforcer leurs capacités en vue de leur emploi futur au niveau des secrétariats des régiments et des unités. Les militaires que nous utilisons aujourd'hui sur le théâtre des opérations méritent désormais notre attention, méritent notre respect, méritent tous les égards possibles pour que pendant la période où ils font leur préparation, que ça se passe dans de bonnes conditions de vie. Une descente de terrain qui a permis au commandant de la région militaire numéro 6 de s'assurer des conditions de formation des éléments des centres d'instruction de Soufroulaye et de renforcement des capacités du personnel féminin.
Et cap sur Caille, le mois de Ramadan s'est bien déroulé dans la cité des rails sans aucune grogne des consommateurs cette année. Le marché était correctement approvisionné en produits de large consommation et à des prix très abordables. Ces facilités ont été possibles grâce aux efforts consentis des plus hautes autorités. Kansutu Kanouté. À Caille, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr le 30 mars dernier dans la joie et la quiétude. Cette fête qui marque la fin du Ramadan n'a pas connu de difficultés dans la cité des rails par rapport aux années précédentes. L'année dernière, à la même période, la pomme de terre coûtait jusqu'à 800 francs, 900 francs le kilogramme. Mais à l'heure où nous sommes, dans les marchés qui sont au niveau des quartiers, le kilo de la pomme de terre fait 400 francs le kilogramme. Et c'est de la pomme de terre de qualité aussi. Cela est dû alors à nos fournisseurs. Quand il s'agit de la pomme de terre, c'est Sikasso qui nous ravitaille ici en pommes de terre. Tous les stocks d'oignons, de pommes de terre, entre autres, sont finis, comme vous pouvez le constater, à 95%. L'approvisionnement correct du marché en produits de large consommation a toujours été le souci constant des plus hautes autorités du pays. Cette politique-là a abouti à la fixation des prix plafonds de certains produits de large consommation. Les magasins étaient très bien approvisionnés et que les prix étaient bien respectés. Et les quantités également étaient disponibles. Pendant la période de Ramadan, nous avions également suivi au déchargement de ces quantités dans leurs magasins de stockage. Nous sommes très très contents. Les raisons ne sont pas les mêmes. Souvent quand on donne les prix, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir et puis voir éventuellement la différence entre Bamako et les autres régions. La réussite de cette opération d'approvisionnement correct du marché en produits de première nécessité afin d'alléger la souffrance des consommateurs a été possible grâce à l'implication du gouverneur de la région de Caille, des opérateurs économiques et de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Les réunions préparatoires qu'on a eu à effectuer également avec les différents acteurs nous ont permis d'échanger en vive voix avec eux et prendre en compte certaines de leurs préoccupations. Et eux également nous ont soutenus vraiment pour la réussite de cette mission. Le contrôle là qu'on a eu à faire nous a beaucoup rassurés. Et les commerçants là aussi, les grossistes là qui partent chercher les produits là, ils nous ont dit que vraiment, même après le mois de carême, il n'y aura pas de rupture. Les opérations de contrôle et suivi des marchés ont concerné tous les secteurs de la région de Caille. Elles s'étendaient sur toute la chaîne de distribution, à savoir les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. De janvier à maintenant, nous avions pu effectuer à peu près 24 missions. Donc pour un total de 285 points visités. Nous avions en tout cas réprimé 111 contrevenants pour une amende totale de 6 725 000. Les actions de contrôle de la DRCC de Caille et ses services subrégionaux ont permis d'empêcher les spéculations. Les prix indicatifs plafonds des produits subventionnés ont été largement respectés à l'intérieur de la ville de Caille. Le projet GISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, a tenu le 13 mars dernier sa première réunion du comité de pilotage. Cette première rencontre a édifié les membres du dit comité sur les acquis et la pérennisation des activités réalisées courant 2024. Ce projet, qui prendra fin cette année, appuie le gouvernement à lutter contre l'extrémisme violent. Adam Maïga. Ils sont représentants du mouvement des cadres et responsables chrétiens, du réseau Islam Population et Développement, de la jeunesse en mission et les ONG Search for Common Ground et Tier Fund. Ils sont venus faire l'examen du rapport annuel 2024 du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique d'ISRA. La sensibilisation et la formation des fidèles musulmans ou chrétiens afin de prévenir les conflits intra- et extra-religieux sont entre autres activités réalisées courant 2024 par le projet d'ISRA. Au-delà de la sensibilisation, nous avons fait des voyages d'études. Par exemple, on est allé au Burkina pour savoir comment ça se passe là-bas aussi. Nous avons réuni au niveau, par exemple, de Bamako, plus de 250 femmes pour discuter du rôle des femmes de foi dans la cohésion sociale. Au niveau de chacune des religions, nous avons mené des actions qui vont dans le sens du dialogue.
Les musulmans et les chrétiens vivent en parfaite harmonie au Mali depuis la nuit des temps. C'est rare de voir ou assister à un conflit entre les deux religions. Et le projet d'ISRA organise des sessions de formation pour prévenir les conflits intra- et extra-religieux. Démarré en 2021, le projet d'ISRA prendra fin en 2025. Cette première réunion du comité de pilotage a édifié les membres sur les acquis et la pérennisation des activités réalisées. Les membres prévoient cette année un forum national pour porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs les bienfaiteurs du projet. Le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali a procédé à un déjeuner scientifique ce 5 avril 2025 sur la colline de Badalabgou. Études supérieures et autonomisation de la femme, une option éclairée pour un développement durable était le thème de cette rencontre, nous dit Mariam Koulibaly. L'éducation est le levier le plus puissant pour bâtir une nation. La femme étant la mère de cette nation, son éducation profite à tous. Un panel a été animé de ce fait par des spécialistes pour faire le bilan sur la problématique de l'autonomisation des femmes. Quand vous prenez les statistiques au niveau de l'enseignement supérieur, sur plus de 1000 enseignants, les femmes représentent à peu près 10%. C'est très peu. Ça n'atteint même pas le quota requis sur le plan national. Donc on est à 10%. Mais sur ces 10%, elles sont combien à être professeurs de rang magistral? Elles sont peut-être 2 ou 3 à être professeurs de rang magistral. Donc elles ne peuvent pas aspirer à un niveau de décision. Pour ce déjeuner scientifique, il s'agissait pour le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali d'échanger sur le rôle et place de la femme. Nous savons que sans autonomisation intellectuelle d'abord, il n'y a pas de développement durable. Et donc c'est certainement cela qui va permettre à beaucoup de femmes de se prendre en charge, mais aussi de tirer d'autres vers le haut. Cette célébration du 8 mars a été aussi l'occasion pour Dr Koulibaly Mariam Maïga, la vice-présidente du Refumant, de donner la chance à des étudiantes de poursuivre leurs études en master. Ces bourses témoignent de son engagement pour l'éducation et l'autonomisation des filles et des femmes. Alors je suis très honorée de figurer parmi les bénéficiaires de cette bourse. Figurer parmi ces bénéficiaires prouve que je peux rêver dans un monde et encore concrétiser ce rêve-là. S'il faut accompagner 2 dames, 2 étudiantes de chez nous à accroître leurs compétences dans le cadre de la formation, et je pense que ça peut faire une émulation auprès d'autres bonnes initiatives. Selon ces femmes engagées pour les causes et les droits des femmes, le 8 mars doit être au-delà de l'aspect festif et doit s'articuler autour d'un éveil de conscience pour que l'égalité des chances soit une réalité. Sur un autre plan, le Mali dispose d'infrastructures sportives de normes internationales, mais leur entretien et rentabilité posent problème. C'est pour susciter des réflexions sur cette question que le ministre en charge de la jeunesse et des sports a initié une formation de 4 jours. Elle est destinée aux directeurs des stades et autres établissements sportifs. Salif Ouedraogo. La problématique de la rentabilité de nos infrastructures sportives est une équation qui a jusque-là résisté à toutes les tentatives. Cette fois-ci, les cadres et les experts du ministère en charge des sports, en partenariat avec le secteur privé, tenteront de trouver une solution à cette question, et cela à la faveur d'une formation de 4 jours. Cette collaboration entre acteurs publics et privés vise à donner vie aux infrastructures sportives. Il s'agit pour nous de voir dans un futur comment ces infrastructures peuvent se prendre en charge, moins solliciter le budget de l'État. Ces infrastructures, comment elles peuvent être utiles pour donner les meilleurs services à nos concitoyens. Cela pour nous va changer énormément de choses. D'aller dans le cadre du processus de digitalisation également. Parce que pour nous, la digitalisation nous permet de maîtriser énormément de choses en même temps. Non seulement de rendre pratique l'utilisation et l'usage de nos infrastructures, mais de pouvoir maîtriser également les coûts. Les infrastructures sportives constituent un levier essentiel pour la mise en œuvre du droit à l'exercice du sport et un outil de choix
pour la promotion de l'éducation sportive. Le président de la transition, à travers une volonté politique, a investi énormément d'argent dans le cadre des infrastructures sportives et des autres infrastructures au niveau de la citoyenneté. Donc il était important pour nous de trouver le moyen de rentabiliser ces infrastructures. Dans ce cadre-là, nous avons eu le plaisir, à travers le Premier ministre, aujourd'hui de collaborer avec l'unité de partenariat public-privé afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Cette formation va sans doute renforcer les capacités des directeurs des stades et autres infrastructures afin de faire d'eux de véritables managers. Pour véhiculer le message de paix, promouvoir l'intégration entre les peuples et brandir le drapeau malien partout en Afrique de l'Ouest, un jeune marcheur malien d'une quarantaine d'années a choisi de parcourir la distance Dakar-Abidjan à pied en passant par Nouakchott et Bamako sur une distance totale de plus de 3500 km. Il a été accueilli par les autorités régionales de Nioro ce lundi 7 avril et mis en route le mardi 8 avril pour Bamako. De Nioro du Sahel, Moussa Djakiti. Parti de Dakar au Sénégal le 9 janvier passé, le marcheur est arrivé à Nouakchott en Mauritanie le 29 janvier après avoir bravé 700 km. Il a été mis en route par les autorités mauritaniennes le 8 mars 2025, direction le Mali. À l'issue de 1013 km de marche, le jeune marcheur d'une quarantaine d'années fut accueilli par les autorités régionales de Nioro ce lundi 7 avril. Cela représente un engagement d'un patriote qui veut attirer l'attention des populations de la sous-région sur la fraternité et l'histoire partagée par ces pays qu'il traverse depuis le Sénégal, passant par la Mauritanie, le Mali et après la Côte d'Ivoire. Il veut mettre à sueur ses pas à contribution pour dire à l'ensemble des populations de ce pays qu'elles sont des populations sœurs, des populations qui ont toujours vécu en harmonie et qu'aujourd'hui, ces populations doivent garder l'essentiel, c'est la bonne collaboration et la bonne coordination de leurs actions pour un meilleur avenir et un meilleur développement. Ce mardi 8 avril 2025, Adama Treta, marcheur malien puisqu'il s'agit de lui, a été mis en route par le gouverneur de la région pour Bamako. La destination finale est Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur une distance totale de 3530 km. Une manière pour l'intéressé de brandir le drapeau malien partout où il passe pour promouvoir la paix, consolider l'intégration entre les peuples et favoriser la réconciliation à travers les sports. Bravo et bonne continuation. La 5e édition du Festival international des musiques mandingues de Kéla est prévue du 11 au 13 avril prochain dans la commune de Kéla, cercle de Kangaba, région de Koulikoro. L'information a été donnée à la Maison de la Presse lors d'une conférence de presse animée par la directrice du festival, Amsetou Sanogo. Les détails sur les grandes lignes et les activités programmées pour le festival avec Aliou Abdoulaye Touré. Après une année de pause, le festival de Kéla reprend ses droits. La directrice du festival a voulu, à travers cette conférence de presse, partager avec les journalistes les grandes lignes de cette 5e édition. Nous avons mis ce festival en place pour pouvoir vraiment donner encore davantage un éclat à notre culture, nos traditions, à travers la musique et beaucoup d'autres choses sur place. Nous avons des rencontres professionnelles, foires et expositions. Nous avons aussi visites touristiques, prestations de groupes, des danses traditionnelles et autres. Et nous avons un défilé des modes, un match amical et un atelier de formation. Le Festival international de musique mandingue de Kéla est un festival de musique, d'art et de la culture. Au dire de la directrice du festival, des innovations majeures sont apportées. Nous avons approfondi tout ce que nous faisons les années précédentes, côté culture et la formation des jeunes. Bassekou Kouyaté comme parrain et Doul, mais nous aurons d'autres artistes aussi sur place. Le thème de cette 5e édition est la culture, facteur de cohésion sociale. Un thème qui met en lumière le rôle essentiel que joue la culture dans le renforcement du vivre ensemble et de la paix durable.
C'est un ouf de soulagement pour les populations de la commune rurale de Komsilga et surtout un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Ce matin du 8 avril 2025, le ministre en charge de l'agriculture a procédé au lancement des travaux de curage d'une superficie de 25 hectares du barrage de Boulbi. On en sait plus avec Sie Lassina Ouattara et le béninois Frédéric Nikim. Sur cette étendue de terre aride d'environ 147 hectares, une dame est à la recherche de bois de chauffe. Une situation d'autant plus extraordinaire que nous sommes en plein cœur du lit du barrage de Boulbi, dans la commune rurale de Komsilga. Près de 5 mois après la saison pluvieuse, l'eau du barrage s'est soustraite à la vue des populations en raison de son ensablement. Une situation inquiétante pour ces milliers d'exploitants. Ce barrage est source d'emploi pour des milliers de populations de la localité. Avant sa réalisation, beaucoup de nos parents ont été contraints d'aller à l'aventure hors de nos frontières. Avec son ensablement, nous courons le risque de retomber dans cette situation malheureuse. La situation aujourd'hui est en passe d'être résolue grâce au déploiement de ces gros engins de la Sonaterre, la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Leur mission, retirer la boue, le sable ou tout autre débris accumulé dans le lit du barrage afin de restaurer sa capacité de stockage d'eau. À bord de ce bulldozer, le chef du département en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier himself, pour le démarrage des travaux de curage. Le point de départ a été la remise, il y a de cela quelques semaines, d'engins et de moyens pour pouvoir faire au profit des populations des travaux en lien avec la mobilisation d'eau pour la production agricole. Boulbi, qui est un barrage qui, selon les informations qui nous sont revenues à aujourd'hui près de 74 ans, bénéficie à une population périurbaine très importante. Il y a également un périmètre de 85 hectares qui est attelé à ce barrage. Et l'eau de ce barrage permet justement aussi bien pour la consommation des animaux, mais également pour irriguer les périmètres qui sont attelés à ce barrage. C'est donc un barrage qui a un caractère assez stratégique au regard de ce que représente la production périurbaine dans le cadre de la sécurité alimentaire. Au dit des techniciens de la Sonaterre, les résultats de sondages géotechniques révèlent que l'ensablement du barrage de Boulbi varie de 0,5 mètres à 2 mètres par endroit. Le curage va donc permettre d'accroître d'environ 100 000 mètres cubes d'eau la capacité de stockage du barrage, estimée à plus de 1 800 000 mètres cubes. Initialement, c'est un curage prioritaire de 14 hectares. Par la suite, on pourrait étendre sur 11 hectares pour faire les 25. Mais le ministre a instruit à ce qu'on fasse les 25 au même moment. La Sonaterre dispose donc de 45 jours pour boucler les travaux de curage bien avant le début de la saison pluvieuse. En plus de Boulbi, d'autres barrages sur l'étendue du territoire national vont connaître la même opération d'entretien. Un pas significatif vers l'autosuffisance alimentaire prônée au plus haut sommet de l'État. Et direction Niamey, où le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mahaman Lamine Zen, a rencontré hier le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement. Au centre des échanges, la coopération entre le Niger et le Tchad est le point de son séjour à Niamey. Compte rendu Nana Mariama El Moutari et Mahamadou Adamou. Présent au Niger dans le cadre de la 6e édition du Festival des civilisations du fleuve Niger couplé à la saison touristique 2025, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Tchad à la tête d'une délégation, a mis à profit son séjour pour effectuer des visites dans le milieu de la communication et de l'audiovisuel avant d'être reçu par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen ce mardi. Le ministre Gassim Cherif Mohamed dit avoir échangé avec le Premier ministre sur la coopération bilatérale, les liens séculaires entre les deux pays. D'abord, nous avons répondu à l'invitation de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger en vue de participer au Festival des civilisations du fleuve. Et deuxièmement, nous avons rencontré le ministre de la Communication du Niger pour discuter de l'expérience nigérienne en matière de communication, notamment l'IFTIC, l'école de journalisme du Niger, qui a formé beaucoup de cadres tchadiens. Donc nous sommes venus nous
imprégné du modèle nigérien, du savoir-faire nigérien. Cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Tchad, sera couronnée par la signature des mémorandums d'entente entre le Niger et le Tchad en matière de coopération médiatique notamment. Votre émission Malikoura reprend ses droits ce soir sur la télévision nationale après le mois de Ramadan. À suivre après ce journal, un numéro spécial sur le Dambé, une valeur ancestrale à préserver. Malikoura reçoit les membres de l'association Dambéton pour des éclairages sur les conséquences de la déperdition sociale, les règles pour une bonne conduite sociale et le rôle du Dambé ou dignité dans le Malikoura. Une émission en langue officielle Bamanankan animée par Bouré Makane Bekar. À suivre donc après ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.